Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous ce soir pour une nouvelle édition de votre JTM. Et on accueille ce soir Denis Gilini, directeur des douanes à Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui, vous présentiez le bilan 2015 des douanes à Mayotte à la presse. On verra ce qu'il en est ressorti, mais on profitera également de l'occasion pour voir ce qu'il en est de vos missions. Quelles sont-elles très exactement? On en parle tout à l'heure avec vous. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Avec vous, il sera question de ce rendez-vous très important pour le 101e département. On le sait, aujourd'hui, les délégations d'élus locaux étaient reçues par le Premier ministre, mais également par la ministre des Outre-mer. Qu'en est-il ressorti? Ont-ils obtenu gain de cause? Et si oui, dans quelle mesure? Vous nous direz tout cela tout à l'heure dans ce journal, Pierre. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 26 avril. C'était la réunion de toutes les attentes. Les élus du département, unis comme une seule voix, ont rencontré le Premier ministre Manuel Valls afin que l'État vienne en aide à Mayotte. Et quelques minutes après ce grand rendez-vous, un communiqué a annoncé toute une série de mesures en faveur du 101e département. Le point complet dans votre journal. L'ACFA vient quotidiennement en aide à des dizaines de victimes de la violence qui sévit partout sur le département. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, les femmes ne sont pas les seules touchées, tandis que les formes de violence sont aussi diverses que variées. Coup de projecteur sur une association qui envoie de toutes les couleurs. C'est une exposition à voir absolument. Le domaine de Kangani et son propriétaire, Frédéric Dachery, accueille actuellement documents et autres manuels qui nous plongent dans le passé de l'île aux lagons. Un passé colonial qu'il convient de connaître pour avancer. Reportage à la fin de cette édition. Et cela fait des semaines que cette date est annoncée comme un moment capital pour l'avenir de Mayotte. En effet, ce matin, le président du conseil départemental, les parlementaires ainsi que le président de l'association des maires ont rencontré le Premier ministre Manuel Valls. L'occasion de lui exposer les nombreuses problématiques rencontrées par le plus jeune des départements français, mais surtout de réclamer une aide sans précédent du gouvernement. Les explications signées Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Inégalité, immigration, insécurité, fiscalité, dotation. Autant de dossiers sensibles que les élus du département ont emportés dans leurs valises à Paris. En effet, le président de l'association des maires, les parlementaires ainsi que le président du conseil départemental sont actuellement en mission à Paris afin de faire entendre au gouvernement que Mayotte a besoin d'aide. Une union sacrée dont se réjouit le porte-parole du Grand Cadi. Mayotte aujourd'hui, à tous les niveaux, présente d'énormes retards, me semble une très bonne chose. Ça sera la première fois qu'on verra effectivement l'ensemble de ces responsables-là, à tout niveau, se prendre la main pour réclamer de bonnes choses. C'est-à-dire en fait les éléments qui permettront, qui concouriront à construire le département de Mayotte selon les normes exigées. Je pense que c'est une très bonne chose. Si Mohamed Nassour El Mamouni se veut optimiste quant à cette rencontre ô combien importante, du côté de la population, les avis sont plus mitigés. Qui ne tente rien à rien, hein. Faut qu'on se batte, hein. Donc voilà. J'espère juste qu'ils auront gain de cause. C'est-à-dire que tout se fasse normalement à Mayotte, pour une fois. Il n'y aura rien en retour, là. Comme les syndicalistes ils sont partis, il n'y avait rien du tout. Donc c'est pareil. J'attends qu'ils amènent des bonnes nouvelles ici à Mayotte. Qu'ils n'aillent pas là-bas et pour revenir les mains vides. Hein. La paix et la sécurité. Qu'ils ramènent la paix et la sécurité, c'est tout. Parmi les attentes d'une partie de la population, la définition du rôle des cadis a toujours représenté une priorité. En effet, les représentants religieux souhaitent que l'État leur offre une place plus importante dans cette société à la dérive. Aujourd'hui, on a effectivement ouvert une brèche dans l'organigramme du conseil départemental pour que les cadis puissent y entrer, mais il n'y a pas une loi. C'est la loi qui doit en principe aujourd'hui clairement décliner le cadre d'exécution des cadis. Et la loi qui devait être la nôtre, c'était celle de la modernisation. Nous ne savons pas si notre député
à qui, Ibrahim Boubacar, je l'ai dit nommément, à qui nous avons confié à la fois les 15 000 signatures de pétitions signées en moins de 2 semaines par la population mahoraise qui demandait la réinstallation des cadis, et à qui nous avons aussi confié ce dossier de demande d'habilitation, c'est-à-dire les cadis aussi bien que le conseil départemental. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il en a fait, parce que jusqu'à ce jour, et cela fait plusieurs mois, nous n'avons aucun retour. Face à la situation que vit le 101e département, cette réunion aura beaucoup fait parler d'elle tout au long de la journée. Il faut dire que les attentes viennent d'atteindre ces dernières semaines des niveaux records. Alors Pierre, on l'a dit tout à l'heure, une date qui était très attendue et un bilan de cette rencontre a-t-elle été concluante pour les élus mahorais, clairement? Si on devait en un mot... Alors clairement, c'est difficile de trancher pour le moment parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qu'il va falloir examiner dans le détail et puis qui sont encore trop floues pour juger. En tout cas, effectivement, ce qu'il faut dire dans un premier temps, c'est que les élus ont ramené dans leur valise pas mal de choses à hauteur de 50 millions d'euros qu'il va falloir définir aussi. Cette somme, elle est très vague pour le moment. On a un peu du mal à comprendre ce qui est à l'intérieur de ces 50 millions d'euros. Et on va faire quelques petits points, Amina, sur justement les grandes mesures qui ont été annoncées. Et la première d'entre elles, c'est justement que l'État s'engage en faveur d'une meilleure prise en compte du dynamisme démographique, c'est-à-dire du dynamisme de la population. Effectivement, c'est un gros problème. On en parle et on le dit, le recensement de l'INSEE qui date de 2012, à hauteur de 212 000 personnes, aujourd'hui, il est clairement dépassé. Et lorsqu'on sait que les dotations de l'État sont attribuées en fonction du nombre d'habitants sur un département, notamment au niveau des communes, on se dit qu'effectivement, il faut prendre en considération cette question de la démographie à Mayotte, parce qu'il y a un véritable problème là-dessus également. Ensuite, autre mesure, le rattrapage de la dotation globale de fonctionnement. Alors là aussi, c'est un point vraiment très important, et ça fait partie des revendications à la fois des élus, mais également de l'intersyndicale, parce que aujourd'hui, à Mayotte, un citoyen, la dotation globale de fonctionnement, c'est 3 500 € contre 5 600 en métropole et ailleurs en France. Donc effectivement, on voit que là, il y a une véritable inégalité que l'État semble s'engager à anéantir, à réduire dans les prochaines semaines, prochains mois. Ensuite, il y a l'examen de pistes permettant de renforcer la solidarité entre les communes. Alors là, on a un petit peu du mal à comprendre, sachant qu'il y a l'intercommunalité aujourd'hui qui est en train de se mettre en place, très difficilement, mais en tout cas qui est en train de se mettre en place. Donc on voit que les communes vont travailler entre elles dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les années à venir, et c'est inévitable. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire exactement, l'examen de pistes permettant de renforcer justement la solidarité, les échanges entre les communes? C'est encore très flou à ce niveau-là. Il va falloir voir au fur et à mesure du temps qu'est-ce qu'il en est exactement. Ensuite, le transfert aux communes, et ça c'est très important, sur 3 ans des recettes d'octroi de mer qui leur sont dues. Alors là, effectivement, c'est quelque chose qui était très attendu. Et nous avons ce soir le directeur des douanes, donc il connaît très bien la question. Et on sait cette histoire d'octroi de mer et ces communes qui en ont besoin et qui attendent cet octroi de mer. C'est une très bonne nouvelle qui va permettre aux communes de fonctionner avec beaucoup plus de recettes, beaucoup plus d'argent. Donc ça, c'est aussi très important. Ça va leur permettre de faire plus de choses. Ça va de soi. Ensuite, un plan de formation, la mise en place d'un plan de formation ambitieux. Alors là, c'est pareil, on est un peu dans le flou. On ne sait pas exactement en quoi ça consiste. Il va falloir vraiment rentrer dans le détail sur ce genre de points. Parce que pour le moment, c'est très fou. Un plan de formation, à quel niveau? Qui ça concerne? Voilà, qui ça touche exactement. Donc là-dessus, on ne peut pas vraiment dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, puisqu'on n'a pas les tenants et les aboutissants. L'État a également reconnu la nécessité de financer les compétences régionales exercées par le département. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça faisait vraiment partie des revendications des élus qui expliquaient que voilà, nous sommes un département région et aujourd'hui, l'État ne nous reconnaît pas en tant que tel, alors que au niveau de la Constitution, nous sommes régis par l'article 73, nous sommes un département région, donc il est absolument anormal que nous n'ayons pas à la fois les dotations, mais aussi les élus qui vont avec. Donc sur ce point-là aussi, le Premier ministre s'engage à examiner au niveau électoral, pourquoi pas plus d'élus, avec des élus régionaux, des élus départementaux. Ça fait partie des mesures qui sont exposées à la fin. Maintenant, un point peut-être le plus important, celui de la sécurité. Enfin, ils l'ont englobé dans une sorte de bulle, insécurité, immigration clandestine et prévention de la délinquance avec prise en charge de la jeunesse. D'accord. Là-dessus, le Premier ministre
a fait appel au ministre de l'Intérieur, au ministère de l'Intérieur, au ministère des Outre-mer, afin qu'il y ait un travail tout au long de ce mois, jusqu'à la fin mai, pour qu'un plan global ressorte et qu'enfin il y ait des mesures concrètes. Là-dessus, c'est encore très vague, on verra dans un mois ce qu'il en est exactement, mais en tout cas on le voit, ça c'est quelque chose de très important qui va être très attendu. Dans un mois, on devrait avoir un plan global au niveau de l'insécurité, au niveau de l'immigration clandestine, au niveau de la prise en charge de cette jeunesse. Et là, c'est vraiment là-dessus que l'État sera également jugé. Ensuite, un dernier mot sur le chiffre, 50 millions d'euros qui sont annoncés. On ne sait pas ce que ça englobe. On sait que également dans les mesures, il y en a une qui était connue, l'annulation de la dette du conseil départemental. Est-ce que c'est compris dans les 50 millions d'euros? Justement, Amina, pour le moment, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est compris parce qu'on le sait qu'elle était à hauteur de plus de 30 millions d'euros. Donc derrière, ça laisse plus beaucoup d'argent. Donc il va falloir tous ces points-là. Voilà, au fur et à mesure des prochains jours, on va avoir beaucoup de commentaires. On va questionner aussi les élus puisque eux connaissent probablement un peu mieux le contenu de toutes ces mesures. Alors clairement, ce qui ressort là, le gouvernement va vraiment faire en sorte que Mayotte devienne un vrai département a priori. Ben écoutez, c'est ce qu'on peut espérer. C'est ce qu'on peut espérer. En tout cas, on le voit, le gouvernement a réagi. Enfin, on a envie de dire, parce que c'est vrai qu'il y avait un vrai appel citoyen. On l'a vu le 19 avril avec toutes ces personnes dans la rue qui disaient maintenant il faut faire quelque chose, il faut agir. Venez-nous en aide. On entendait beaucoup de gens qui disaient venez-nous en aide parce que c'est plus possible. Ça va trop mal partout. Et aujourd'hui, on le voit, il y a un vrai signe de la part du gouvernement. Ça, c'est positif. Je pense qu'il faut s'en réjouir. Maintenant, je le répète, il va falloir voir dans le détail qu'est-ce qu'il en est exactement, si ce n'est pas de la poudre aux yeux. Voilà, il va vraiment falloir être très vigilant et nous allons dans les prochains jours, les prochaines semaines analyser chaque point et puis aussi nous allons voir si ces choses sont véritablement mises en place avec les élus qui auront un très gros un rôle à jouer prépondérant puisque forcément, notamment dans les communes, c'est eux qui gèrent leur commune, donc ils vont devoir cet argent l'user à bon escient. Les précisions donc dans les semaines à suivre, Pierre. 1000 dans le second degré, 400 dans le premier. C'est le nombre d'enseignants titulaires qui manqueront à Mayotte lors de la rentrée scolaire à venir. Des chiffres qui inquiètent les syndicats, notamment l'UNSA. Ce dernier réclame des moyens supplémentaires, notamment en matière de protection de l'enfance. Il propose en ce sens 13 assistantes sociales supplémentaires, des effectifs que le syndicat juge indispensables pour ce département qui se distingue par, je cite, la grande précarité des élèves et de leurs familles, ainsi que le manque de moyens pour répondre aux besoins des jeunes. Fin de citation. On écoute la vice-rectrice Nathalie Constantini qui a réagi à cette demande ce matin. Mais c'est toujours la même problématique, c'est que on est en train de continuer à construire un système qui tout d'un coup s'est massifié de manière très très importante. Alors oui, on est en manque de personnel santé sociale et que c'est une de nos priorités puisque nous avons le 3e axe de notre projet académique qui est lié à cela, que nous essayons de développer également une réflexion sociale pour les personnels avec le CHSCT qui a été mis en place et qui permet de travailler sur les conditions de travail des personnels. Pour autant, on a obtenu 4 nouveaux postes cette année, ce qui, par rapport au ratio national, est un ratio très important. Ouais. Donc, on n'arrivera toujours pas un jour à rattraper. On part de très très loin quand même. Voilà, c'est ça, c'est toujours la même problématique. On part de très très loin. Des propos recueillis au micro de Patrick Mian. Je vous le disais tout à l'heure, ce matin a eu lieu la présentation des douanes, du bilan des douanes 2015 à Mayotte. Et pour en parler avec nous, Denis Gilini, directeur des douanes. Alors tout le monde se pose la question, les douanes, qu'en est-il ressorti de ce bilan? Un bilan, est-ce qu'on peut parler de bilan positif, de bilan négatif ou alors ce sont que des chiffres? Alors, je vous rassure tout de suite, c'est un bilan extrêmement positif au niveau national. Parce qu'effectivement, nous avons enregistré en 2015 effectivement des résultats exceptionnels dans différents domaines. Je vous donnerai un certain nombre de chiffres qui vont être quand même relativement frappants. Nous avons saisi 88 tonnes de produits stupéfiants en France en 2015, dont 17 tonnes de cocaïne. Et 17 tonnes de cocaïne, c'est pour les organisations criminelles 1 milliard d'euros de pertes. Nous avons saisi 630 tonnes de tabac l'année dernière également, dans différents conteneurs ou dans différents moyens de transport.
Nous avons identifié plus de 1400 exportations illicites de capitaux avec des saisies de 66 millions d'euros. Donc sur tout ce qui concerne l'argent sale, effectivement, qui est généré soit par la drogue, soit par des trafics divers, et qui pour partie alimente aussi une de nos grandes priorités, à l'instar d'autres grands services de l'État, c'est bien évidemment la lutte contre le terrorisme et ceux qui financent le terrorisme. Donc des résultats véritablement très très intéressants. En matière fiscale, nous avons, perçu pour le budget de l'État, des collectivités publiques, de la sécurité sociale, nous avons perçu 70 milliards d'euros l'année dernière, et nous avons en droits et taxes redressés suite à nos contrôles, que ce soit sur des contrôles immédiats au niveau du dédouanement, suite à des contrôles dans des entreprises avec des services spécialisés, nous avons recouvré 377 millions d'euro. Alors ça, c'est à l'échelle nationale. Et qu'en est-il de Mayotte? Est-ce que les chiffres... Mayotte, à l'instar des autres directions et administrations à Mayotte, Mayotte se professionnalise, la direction des douanes de Mayotte se professionnalise. Elle est organisée aujourd'hui comme toute autre direction dans les DOM ou en métropole, avec les mêmes outils, les mêmes agents, ayant les mêmes formations. Et nous avons commencé à enregistrer effectivement des résultats assez intéressants en 2015, puisque nous avons commencé nos contrôles véritablement de façon professionnelle et sur les standards communautaires en 2015. Avant, nous étions complètement sur la transition réglementaire et fiscale, et notamment avec l'octroi de mer. 2015, ça a été véritablement le lancement de nos contrôles. Et là, nous avons fait, par exemple, 3 tonnes de tabac à Longoni. Nous avons saisi plus de 8000 articles de contrefaçon. Nous avons identifié également 53 exportations illicites de capitaux. Vous savez que l'argent liquide ici circule de façon très abondante. 53 constatations, avec plus d'1,2 million d'euros concernés par ces exportations illicites. Des contrefaçons, nous avons saisi effectivement un certain nombre d'objets qui étaient en matière de normes complètement dangereux pour la population, que ce soit des réchauds pétrole lampant fortement utilisés ici par la population, des matériels électriques à la sécurité très douteuse. Donc en fait, l'administration des douanes, c'est ce qu'il faut retenir, c'est une administration de la police des marchandises et de la maîtrise des flux logistiques. Et tout ça au service du citoyen et de la protection du territoire, donc de Mayotte. Les personnes justement qui sont contrôlées sont maintenant plus réactives? Oui, les personnes effectivement commencent à mieux comprendre et connaître effectivement les contrôles douaniers et la raison effectivement de ces contrôles, et donc globalement le contrôle douanier est bien accepté, que ce soit à l'aéroport ou sur le port de Longoni par exemple. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Denis Gilini. Je rappelle que vous êtes le directeur des douanes à Mayotte. Et direction maintenant Kombani, où de nombreux habitants ont été pris de panique, plus particulièrement les riverains de la zone proche du BSMA. Aux alentours de 6 heures, plusieurs d'entre eux ont soudainement eu des difficultés respiratoires suivies de vomissements. En cause, une opération de dératisation menée par le bataillon du service militaire adapté de Mayotte. Pompiers ou encore gendarmes ont alors été dépêchés sur les lieux, notamment en vue de l'évacuation des écoles à proximité. Reportage Akila Issouf et Adèle Laurent. Vomissements, toux, pleurs. Certaines personnes qui ont été en contact avec la fumée dégagée par le produit de dératisation ont perdu connaissance, de quoi terrifier tous les témoins de la scène. Beaucoup de clients là, ils ont toussé, le gaz là c'est trop dur. Si c'est le gaz des moustiques, c'est pas comme ça quoi. Il y a une petite fille, il y a un petit garçon, il y a monsieur là, Mzungu aussi. Il y a une vieux homme, ils ont tous. Ils étaient évanouis? Non, c'est pas évanoui, juste une fille de BSMA qui est évanouie. Un moment de panique qui a duré plus d'1 heure. Les choses sont finalement rentrées dans l'ordre grâce à l'intervention des autorités compétentes. Mais les riverains se plaignent de ne pas avoir été informés. Ils ne comprennent toujours pas pourquoi un tel produit est utilisé dans une zone où se trouvent femmes et enfants. La petite a commencé à tousser en se disant que ça gratte au niveau de la gorge et que ça sentait mauvais. Moi, je pensais que c'était la poussière qui l'embêtait. Mais entre-temps, des enfants qui allaient au collège, qui passaient, qui commençaient à tousser, des gens qui venaient de déposer les enfants qui passaient, qui toussaient.
Et de suite, moi, c'est arrivé aussi un effet bizarre au niveau de la gorge qui gratte et on a envie de vomir, on tousse beaucoup. C'était horrible et on avait les gens qui étaient à côté sur un petit muret assis qui criaient c'est bon, c'est fini pour nous, ils sont en train de nous asphyxier, on va tous mourir. C'était un effet, on respirait et ça attaquait la gorge. Je ne sais même pas comment vous expliquer tellement c'était horrible. Plus de peur que de mal, mais cette mésaventure aura créé un vent de panique que tous ceux présents souhaitent rapidement oublier. À Mayotte, les personnes victimes de violences sont nombreuses et ce, quelles qu'elles soient. Et consciente de cette réalité, l'Association pour la condition féminine et d'aide aux victimes, l'ACFAV, est justement là pour les accompagner. Avec ses 3 services distincts, l'association prend ainsi en charge un large public composé de mineurs et de majeurs, hommes ou femmes. Toutes les précisions dans ce reportage signé Adèle Laurent. L'Association pour la condition féminine et d'aide aux victimes accompagne les personnes victimes de violences au niveau juridique, social et psychologique. Mais la violence peut prendre différentes formes. Jamael Jalalen nous en dit plus. C'est toutes sortes de violences qu'on rencontre aussi. C'est des violences verbales, qu'on appelle aussi violences psychologiques, des violences physiques, c'est tout ce qui est agression, tout ce qui est atteinte au physique, à la personne. Donc c'est tout ce qui est agression sexuelle, viol, coups et blessures. Et puis tout ce qui est violence qu'on appelle financière, c'est-à-dire la personne il est dépendant financièrement d'une personne. L'ACFAV est donc là pour soutenir ces personnes. Dans ce but, un numéro d'urgence a été mis en place, le 55 55, ainsi qu'un centre d'accueil de jour basé à Cavani. Cet accueil est un lieu de ressources pour les personnes victimes de violences qui peuvent venir accompagnées de leur enfant, s'y doucher, s'y reposer, être écoutées et informées. Les violences conjugales sont souvent assimilées aux femmes, mais les hommes sont également touchés. En effet, sur les 622 personnes qu'a reçu le service d'aide aux victimes de l'ACFAV en 2015, 32% sont des hommes, souvent des mineurs. Souvent, ces victimes-là, ce sont qui habitent parce qu'ils habitent tout seuls, sans leurs parents. Donc, ces gens-là qu'on appelle des mineurs vulnérables, qui sont plus exposés à cette forme de violence, c'est-à-dire sont souvent victimes d'agressions sexuelles, d'atteinte à la personne et de viols. Donc nous, on peut connaître que ces personnes-là, qu'on met en place ici à Mayotte, un centre d'hébergement pour mineurs, ça permettra aussi de mieux les accompagner, de mieux protéger ces mineurs-là qui sont isolés. En effet, à Mayotte, il n'y a pas de centre d'hébergement pour mineurs. Pourtant, contraindre des mineurs à se loger en autonomie et donc les exposer chaque jour à des dangers relève de la maltraitance. Le défenseur des droits a pointé du doigt Mayotte dans son rapport datant de février 2016 au sujet de la prise en charge des mineurs. Il considère que l'intérêt supérieur des enfants doit primer et entend rappeler qu'un mineur isolé étranger est avant tout un mineur qui se trouve être vulnérable du fait de sa minorité et de son isolement. Les pouvoirs publics ne semblent pas pour autant trouver de réelles solutions à ce problème. 2 présidents proclamés, une date butoir fixée au 1er mai. Pourtant, rien n'y fait. L'intercommunalité du Sud va de mal en pis au point que les dotations de l'État sont sur le point de s'envoler. Et comme si cela ne suffisait pas plus tard qu'hier matin, Daniel Martial Henry, qui soutient le camp de Rifati Omar Foundi, accusait la maire de Chirongui d'être à l'origine du désordre. Droit de réponse oblige. Ce matin, c'était au tour de l'autre camp de faire quelques confidences sur Daniel Martial Henry, un exercice auquel s'est attelé le président contesté, Ismaïl Abderrahmane Saïva. On l'écoute lors de la matinale de Kwezi. Nous nous sommes retrouvés la veille du vote, le 24. Nous nous sommes retrouvés ensemble, mon groupe. Et Daniel faisait partie de mon groupe. Il nous a rejoints. C'est vrai, il est parmi les derniers qui nous ont rejoints. Donc, il a attendu un moment d'inattention. Lorsque j'avais le dos tourné, il a mis à sac mes affaires personnelles. Dans votre chambre d'hôtel? Dans ma chambre, pour récupérer la procuration qui appartenait à Hidaya Mahafidou. Alors, évidemment, j'étais complètement effrayé. Non, c'est pas pour la procuration, mais c'est pour l'acte. Pour l'acte. Voilà. Donc, effectivement, je me suis déplacé, j'ai récupéré la procuration. Ensuite, je lui ai dit, écoute, ça... Enfin, il s'est excusé. Je lui ai dit, écoute, compte sur moi.
pour ne pas diffuser cette information parce que c'est suffisamment grave. On ne peut pas. Des cambriolages qui continuent, encore les médias nationaux de plus en plus sensibles au sort de Mayotte. C'est également dans l'actualité de ce mardi 26 avril. Les précisions dans l'actualité en bref. En marge de la réunion qui se tenait à Paris entre les élus et le gouvernement, Daniel Zaïdani, l'ancien président du conseil départemental, était l'invité de LCI ce matin. L'occasion d'expliquer aux Français les problèmes que rencontre Mayotte, notamment en termes de chômage. Il a ainsi affirmé que plus de 60% de la population est en situation d'inactivité. Après Salim Naouda sur BFM TV il y a quelques jours et Thierry Gallarme pas plus tard qu'hier soir sur France O, c'est au tour d'une nouvelle personnalité du territoire d'alerter à l'échelle nationale. En effet, chacun semble avoir pris conscience que seuls les médias peuvent faire réagir les autorités. Des médias nationaux qui semblent de plus en plus sensibles au sort de Mayotte et qui constituent un soutien considérable aux revendications mahoraises. À Mayotte, les cambriolages de particuliers sont devenus monnaie courante. Mais depuis plusieurs mois, les entreprises privées subissent régulièrement des pertes liées au vol. Et parmi les cibles privilégiées des cambrioleurs, les supermarchés. Dans la nuit de dimanche à lundi, 4 à 5 individus cagoulés sont parvenus à forcer les portes du magasin SNI à Bandrélé. En quelques instants, les malfrats emporteront 5 cartons de cartouches de cigarettes, soit 1250 paquets et plus de 400 € d'alcool. En 2011, cette même SNI à Bandrélé avait déjà fait les frais d'un braquage par des individus armés de tchambo. Une enquête est ouverte, mais ce type de cambriolage ne cesse de se multiplier dans de nombreuses communes de l'île, prouvant une nouvelle fois que plus rien ne résiste aux malfaiteurs. Demain, mercredi 27 avril 2016, l'abolition de l'esclavage sera célébrée à Mayotte comme dans de nombreux pays du monde. Une fête qui nous rappelle un triste pan de l'histoire de l'humanité, mais qui ne sera pas fériée pour l'ensemble des salariés du département. Ainsi, toutes les stations-service seront ouvertes de 8h à 14h, sauf les stations de Longoni et Magicavo qui resteront fermées toute la journée. Cependant, les distributeurs automatiques de carburant seront à la disposition des clients, comme l'indique dans un communiqué le pétrolier Total. Connaître l'histoire de son île, voilà l'objet de l'exposition organisée par l'association Moulin Sport et Culturel et qui se tient actuellement au domaine de Kangani. Détenue par la famille Dachery, cette ancienne exploitation coloniale conserve en son sein une partie du passé de Mayotte, un passé que peu de Mahorais connaissent mais qu'il est si important de partager avec le plus grand nombre. Un sujet signé Shakil Essouf, Pierre Bellucci et Leslie Limné. Documents anciens, manuels, diplômes, peintures, photos. Le passé de Mayotte est en partie accessible à travers cette exposition située au domaine de Kangani, un lieu qui n'a pas été choisi au hasard, comme le confie son propriétaire, Frédéric Dachery. Eh bien écoutez, elle nous ramène aux anciens domaines comment on les appelait, des anciens domaines coloniaux de Mayotte, quoi. C'est le but de rechercher par mon ami Maouli. On ne pense pas à mettre ce passé en valeur, qui pourtant fait partie de l'éducation. C'est très bien d'avoir un collège, un lycée, des écoles primaires, des écoles maternelles, mais il n'y a pas que le petit bout de papier que l'on appelle le bac ou bien le bac plus qui compte. Mais dans ce temps d'écolage, l'histoire de l'île, comme l'histoire de France, a sa place. Très peu sont ceux à véritablement connaître l'histoire de l'île aux Lagons. L'association Moulin Sport et Culturel tente donc de valoriser le patrimoine mahorais à travers des expositions de ce genre. Quand je dis Kangani, nous allons faire tous les domaines de les concessions de Mayotte, plus les édifices anciens avant la colonisation. Et comme vous le savez très bien, ils disent, mon oncle Seydou Tombou qui disait, celui qui ne connaît pas son identité, c'est un arbre sans racines. Est-ce qu'un arbre qui n'a pas de racines se met debout? Non, ça tombe. Alors, il faudra que chaque association, chaque animateur des associations puisse
s'ouvrir vers son île natale avant de s'ouvrir vers le monde. Comme dit l'expression, avant d'aller courir sur la Lune, il faut savoir marcher sur Terre. Pour comprendre le présent, il est indispensable de connaître le passé. À ce titre, Frédéric Dachery, le grand ami de Younoussa Bamana, rédige actuellement ses mémoires, une manière d'évoquer la lutte pour que Mayotte reste française, ainsi que l'évolution de cette île devenue 101e département de France. Mon ouvrage, j'espère pouvoir le terminer à la fin de l'année. Et puis après, je m'occuperai de l'éditer, parce que je le dédie justement à cette génération qui a besoin de connaître son histoire. Et là, elle découvrira le combat que nous avons mené, parce que je l'explique bien. Et ce qui m'encourage surtout à poursuivre dans mes écrits, c'est que il n'existe aucun écrit d'une personne qui a pris vraiment part à ce combat. Nul doute que cet ouvrage représentera une mine d'or pour tous les passionnés d'histoire. Quant à cette exposition, l'association n'a pas fixé de date de fin, dans l'espoir que chacun puisse la voir et la recommander. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et prochain rendez-vous avec l'information demain en radio, dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.